dare to go. Et nous voilà en direct. Mon Dieu, t'es en fond vert dans ton studio. Oui, merci petit écureuil. Comme vous pouvez le voir, je suis effectivement pas vraiment en direct. Malheureusement, faute de temps et faute de temps, je n'ai pas vraiment eu le temps de me déplacer au parc Disney. Mais par contre, je serai à la soirée d'Halloween. Ça, vous pouvez compter sur moi. Je serai à la soirée d'Halloween. Notre petit parc national a pas mal d'expériences terrifiantes. Alors revenons dans le passé et commençons tout doucement avec Animagic. Oui, Animagic est dans cette liste, mais peut-être pas la version que vous attendez. En effet, Animagic a connu deux versions. Une qui a duré quelques mois et la seconde que tout le monde connaît. Et la première version était bien plus angoissante que la seconde. Des éclairages plus sombres, un Donald plus nerveux, des éléphants roses qui nous font presque aussi peur que dans le dessin animé. Donald qui se bagarre avec des singes, les hyènes. Ce show est bien plus hypnotisant dans sa première version, mais aussi plus anxiogène, ce qui explique peut-être le remaniement. Les mystères du Nautilus. À nouveau. Et si on allait voir, tiens, explorons un peu. Contrairement à son équivalent japonais, cette version est un parcours à pied, qui est bien plus angoissant. Principalement à cause de la musique d'orgue, mais aussi des voix de l'équipage du regretté Capitaine Nemo que l'on entend au détour d'un couloir, comme des voix fantômes. Mais le principal intérêt de cette attraction est certainement le calamar géant qui se fait électrocuter par l'équipage du Nautilus. Et voir cette créature pour la première fois ne rassurera personne, croyez-moi. Pour les fans d'endroits sombres qui regorgent de détails, rien de mieux que le Nautilus, ça c'est clair. Mais changeons de land cette fois pour arriver à Adventureland et explorons les cavernes d'Adventureland. Des endroits qui, si elles le veulent, peuvent nous donner quelques frayeurs. Les cavernes sont plongées dans le monde étrange des pirates. Certaines d'entre elles n'ont pas grand-chose à présenter, mais certaines vous réservent des petites surprises si vous savez bien fouiller. Pendant la soirée d'Halloween 2018, une scare zone a été installée dans la zone des cavernes, une addition sympathique et renforçant mon impression que pénétrer dans les cavernes n'est pas toujours une bonne idée. D'ailleurs, un des seuls endroits à Disneyland Paris où je ne mets jamais les pieds. Vous m'y verrez jamais. Sauf une fois là, oui, dans cet extrait. Mais à part ça, hors de question. Je fais une petite transition en revenant sur les soirées d'Halloween qui, malgré leur objectif d'être pour tout le monde, présentent tout de même des ambiances effrayantes comme un nuage de brume à l'entrée de Frontierland, les fantômes de Phantom Manor qui se baladent dans les jardins, certains intervenants extérieurs qui rôdent dans le parc, mais surtout les visiteurs eux-mêmes qui parfois savent utiliser leurs costumes terrifiants pour effrayer les moins courageux dans les coins sombres du parc. Le passage entre Frontierland et Adventureland est le pire chemin niveau isolation du reste du parc. Aucun bruit et pendant la soirée d'Halloween, croyez-moi que certains petits plaisantins vont essayer de vous faire peur. J'en ai déjà fait les frais. D'ailleurs, en continuant sur Halloween, nous allons explorer les anciennes saisons d'Halloween. Car quand la saison a commencé en 2002 dans le parc, si je ne me trompe pas, Disneyland Paris n'y allait pas avec le dos de la cuillère. 2002-2005, la période où Halloween à Disneyland Paris était au maximum de sa capacité. Des animations partout, une parade corrompue par les vilains, les hommes citrouilles qui redécorent le parc dans des décors gigantesques, des créatures terrifiantes venant à la rencontre des guests, ce fantôme géant devant le Mark Twain. Halloween à cette époque était plus sombre mais aussi bien plus fun. Bon après, tout n'est pas à jeter cette année, il y a la cavalcade. Et c'est tout. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Je pense que je me suis pas mal énervé. Je continue dans la lignée des saisons d'Halloween pour vous parler d'un événement qui était certes orné de succès, mais qui a vraiment déplu à la maison mère, les Terrorific Nights. Les Terrorific Nights étaient sur le même principe que Peur sur le parc du parc Astérix ou les Halloween Horror Nights d'Universal Studios. Proposer un Halloween totalement adulte, sanglant, terrifiant et angoissant, et surtout interdit aux moins de 12 ans. Les animations présentées étaient qualitatives de ce que j'en ai vu, et le public était au rendez-vous. Mais malheureusement, la maison mère n'était pas du même avis, et les soirées furent arrêtées car considérées comme trop éloignées de l'esprit Disney. Après, quand on voit ce qu'ils ont fait à Hong Kong Disneyland, on peut dire qu'on se moque un peu du monde. Mais d'un autre côté, les parcs asiatiques sont gérés par différentes entités. Après la réapparition des Scare Zones à Disneyland Paris l'année dernière, on peut peut-être supposer que la direction a compris qu'il y avait un certain public à séduire là-dedans. Enfin, pas moi, j'ai horreur des Scare Zones. Flip it. Fantasmique, hein.
C'était trop tentant. Mais changeons de sujet cette fois pour aborder nos chères attractions terrifiantes. En commençant par The Tower of Terror qui a reçu dernièrement une mise à jour qui la rend bien plus effrayante qu'auparavant. Aucune vidéo n'est vraiment disponible pour cette nouvelle expérience, donc je vais vous décrire les 3 versions. La machine infernale. Celle qui ressemble le plus à l'ancienne version, la plus douce d'ailleurs aussi. Des descentes régulières, un code couleur bleu et les habitants de la 4ème dimension qui nous invitent à les rejoindre. Sauf la petite fille, fil rouge de ces 3 nouvelles versions, qui nous dit de fuir au plus vite. La machine n'est pas vraiment représentée par quoi que ce soit, donc on suppose que c'est l'ascenseur. La 5ème dimension. Cette fois, la petite fille essaye de nous sauver de la 5ème dimension, représentée par un code couleur arc-en-ciel psychédélique. Les descentes sont plus axées sur les chutes airtime, c'est-à-dire moments d'apesanteur. Et finalement, créature en cage, la meilleure et la plus forte à mes yeux sur les 3. La petite fille nous demande de ne pas crier pour ne pas provoquer la puissance des créatures, représentées par des rires sinistres. Le code couleur rouge renforce l'angoisse de cette expérience. Les chutes sont bien plus puissantes et imprévisibles. Même en général, cette nouvelle storyline avec la petite fille rend le tout bien plus effrayant et angoissant. Et le fait qu'il n'y ait plus de narrateur casse une sorte de 4ème mur protecteur pour les visiteurs qui peuvent se sentir un peu éloignés de ce qui est en train de se passer. Alors que là, maintenant, plus du tout. On fonce tête baissée dans le récit, ce qui renforce l'angoisse de l'attraction en général. Mais parlons maintenant d'une attraction qui a été aussi bonifiée par Disneyland Paris, Pirates des Caraïbes. Certes, l'attraction n'est pas si terrifiante, mais certains éléments sont assez bien disséminés pour instiguer une certaine angoisse. Les divers squelettes placés de manière macabre, le fort plongé dans une certaine obscurité, la musique d'orgue dans le lift. Puis la grotte pleine de pirates morts depuis des années, dont Barbossa. C'est soft, je sais, mais maintenant je vous réserve quelque chose de bien pire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi ces 2 attractions sont terrifiantes? Mais je vais le faire quand même. Ces attractions font partie des peurs que l'on n'attend pas. Comme je le disais plus tôt à propos du Fantasyland à l'ouverture du Disneyland Resort, Pinocchio et Blanche-Neige suivent le même parcours. Pour le premier, un Stromboli qui nous enferme dans une cage géante, Grand Coquin et Gédéon qui... Je déteste ce truc. La transformation de Crapule en version accélérée, le cocher qui nous poursuit et tente de nous vendre, les ânes qui crient à l'aide, Monstro, la fée bleue, une succession de scènes d'horreur. Et pour Blanche-Neige, c'est grosso modo la même chose, sauf que cette fois on a des squelettes, des arbres qui essayent de nous tuer, la sorcière qui est là tout le long. Enfin, vous comprenez un peu le principe, hein. Et finalement, nous allons finir ce petit voyage par cette expérience-là. L'attraction qui a donné à beaucoup la passion des scénarios des rides de Disney. The Dark Ride, magnifique. Je nomme... Par où commencer avec cette attraction, avec ce bijou d'Imagineering? Il y a tout à dire. Mais nous allons nous centrer sur la mise à jour de cette attraction qui a enfin réouvert en 2019. Et en quoi l'attraction est bien plus effrayante maintenant. Cette mise à jour nous présente d'abord un foyer complètement revu, détruit, qui reprend vie avec la voix de fantôme. Puis la Stretch Room, bien plus sombre dans son histoire, présentant un fantôme tueur en série envers les différents prétendants de sa fille. Je précise au passage que, si vous écoutez bien,
Voilà, des rires sont entendus dans la stretch, raison de plus pour se presser. Puis vient le couloir des portraits. Amusant, mais 2 d'entre eux nous renseignent l'identité de Fantôme, et l'autre, la cruauté d'Henry Ravenswood. Petite anecdote, ma chère et tendre m'a fait remarquer que le couloir des tableaux formait un cercueil jusqu'au tableau de Mélanie Ravenswood. Une fois que tout le monde est parti de ce couloir, c'est très facile à voir, et c'est plutôt pas mal. Je sais pas si c'est intentionnel, mais c'est plutôt pas mal. En parlant de notre chère mariée, son tableau semble nous parler légèrement si on tend bien l'oreille. On retrouve cette dernière en haut du grand escalier, rendant la mise en scène plus dramatique. En avançant un peu, le couloir sans fin accueille Fantôme, qui suit la mariée. Puis il joue une version bien plus sombre de la marche nuptiale au piano, entourée de couronnes funéraires et de photos des prétendants. Des bruits retentissent de partout, les fantômes frappent aux portes, crient, deviennent fous. En avançant dans la salle de bal, Fantôme est toujours derrière Mélanie. Dans le boudoir, il apparaît dans le miroir de la pauvre femme qui se morfond. Tout cela nous mène à la fin de l'attraction, où Fantôme nous invite à entrer dans notre propre tombe. Nous déclinons poliment. Passons devant le tombeau des prétendants, avec la main squelettique d'un d'entre eux tendant une bague de fiançailles. Mélanie apparaît une dernière fois, devenue complètement folle, demandant à qui le veut de l'épouser immédiatement. Et pour moi, le maître mot de cette mise à jour est folie. Tout le manoir est tombé dans la folie. Si on prend le parti pris de la suite, c'est-à-dire que Phantom Manor version 1 était le début de l'histoire, et Phantom Manor version 2 est la suite de cette histoire, imaginons, Mélanie Ravenswood a eu tous ses prétendants avant Phantom Manor version 1, elle en a eu un dernier qui s'est fait pendre dans Phantom Manor version 1, et dans Phantom Manor version 2, on peut supposer que Fantôme a complètement pété un câble et a décidé d'afficher partout les nouveaux prétendants, histoire de rendre sa fille complètement folle et garder son emprise sur elle. Mais en général, Fantôme est devenu plus puissant, les fantômes ont perdu tout espoir et tout sens commun, leur objectif ce n'est plus que de faire peur ou de se manifester. Mélanie elle-même est devenue folle à cause de l'emprise que son père a sur elle. Et comme nous le rappelle le narrateur, tous les contes n'ont pas de fin heureuse. toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse. Quand vous sortez de Phantom Manor, rien ne s'est bien passé. Vous vous êtes échappé, très bien. Et Mélanie Ravenswood et les autres esprits seront tourmentés à jamais. Fantôme, et je pense d'ailleurs que ses yeux rouges représentent sa puissance, est devenu bien plus qu'un simple esprit vengeur, c'est un démon maintenant. Et vous ne pourrez rien y faire, c'est peut-être une des seules attractions où ça finit mal, avec Pirates des Caraïbes et peut-être la Tour de la Terreur aussi. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà. Nous avons fait le tour des expériences terrifiantes, passées et présentes des parcs Disney. Et la morale de cet épisode serait de nous rappeler que la peur en ce temps d'Halloween n'est pas toujours causée par du gore ou des jumpscares. Parfois, une peur bien orchestrée, bien gérée, permet de... Saleté de... Calme, fantasmique, on respire. Fantasmique. C'était trop tentant. C'était fantasmique, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour le top de mes spectacles et parades préférés pour Halloween. En même temps, tu as bien cherché, hein. Et en attendant, il est temps pour l'agent de conclure sa séance. Joyeux Halloween à tous!